Bonjour tout le monde. Bonjour, Comment tu vas Isabelle? Ça me fait plaisir de ça te va, voir. ça fait plaisir de vous voir. Bonjour Laurent, Bonjour. Bonjour Marie-Lise, bonjour. Attends, Isabelle. Isabelle. C'est chouette de voir vos visages, ça fait longtemps. Oui, ça fait super plaisir. Chouette, on devrait organiser ça plus souvent. Je vois les gens arriver au fil de l'eau. Ah, Bonjour Laurent. bonjour, bonsoir Bonjour. Laurent, bonsoir tout le monde. Allez, mettez vos prénoms en même temps parce que c'est plus sympa pour les gens qui vous connaissent pas si vous mettez les prénoms. Hop. Bonjour Chantal. Coucou Marie-Lise, Bonjour ça va? Chantal. Oui, Salut. Coucou ça va. Laurent, Tu vas bien? ça va bien, merci. Heureuse d'être là. C'est chouette, Merci de merci nous avoir beaucoup. proposé. Ouais, bah écoutez, je vais essayer de vous donner la fibre du thérapeute de couple, vous dire un petit peu ce qu'il en est. Bon, on va attendre un petit peu, une ou deux minutes. Est-ce que tout le monde va bien? Très bien. Ça va, Ouais. merci. Bon, super. Alors, tout le monde ne se connaît pas, mais une grande partie des gens connaissent l'IFAS puisque vous êtes tous, euh, pour la plus grande partie des personnes, vous connaissez, vous avez été formés par l'école, mais peut-être pas au même moment. Donc, Mhm. on va quand même parler, je vais avoir un vocabulaire qui va parler au plus grand nombre. Ça va faire du bien d'écouter les termes. Ouais, ouais, tout à fait. Bonsoir. En fait, Bonsoir. 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 Je vais vous faire une présentation. N'hésitez pas à me couper, n'hésitez pas à me poser des questions pendant que je présente les choses. Je sais que c'est pas forcément dans l'habitude, mais c'est important que vous puissiez, voilà, recevoir un maximum d'informations. Mon objectif là pour cette webconférence, c'est ben, vous donner un peu, vous transmettre un peu la fibre, ma fibre là que j'ai maintenant depuis ben, quelques années, parce que ça date quand même de 10 ans, une dizaine d'années que j'accompagne les couples. Je vais vous présenter aussi mon cursus, parce que c'est vrai que j'ai un cursus un peu atypique, voire un petit peu erratique, puisque moi j'ai commencé par la thérapie de couple avant de faire de la thérapie individuelle, de la psychothérapie individuelle. Donc c'est vrai que tout est un petit peu inversé dans mon approche, dans mon cursus, mais j'ai vraiment à cœur de vous partager ce que je trouve dans ce métier-là, pourquoi je l'aime autant. Et, et puis je découvre là au fil de toutes ces années qu'il y a vraiment besoin de plus en plus euh, d'accompagner les couples. Le monde est difficile, la société est difficile et il est clair qu'aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de demandes. Je refuse des couples, alors j'essaie de les orienter parfois, mais c'est pas forcément aussi simple que ça. Et je sais qu'il y a, voilà, il y a une forte demande et elle ne fait que croître au fil des années. Donc c'est vraiment un vrai plaisir de vous retrouver dans cette première webconférence. J'espère qu'il y en aura d'autres. Euh, c'est aussi pour ça, comme c'est la première, c'est aussi pour ça que j'ai voulu la faire avec des personnes que je connaissais, parce que j'ai besoin de votre indulgence et de votre bienveillance. Je suis pas très à l'aise. Moi, je suis plutôt un écoutant. Je suis pas forcément un orateur, donc je suis pas très à l'aise dans l'expression orale. Mais voilà, on va commencer. Alors, pour structurer mon intervention, je vais vous partager des slides. Donc, j'ai bien vu comment ça se passait. Ce sont des slides faits sur Canva. Donc, vous me direz si ça apparaît bien sur vos écrans. Alors, j'y vais. Donc, je vais vous donner quelques chiffres. Ça me semblait intéressant de vous parler de, de ma clientèle. Donc, ce sont des chiffres ce sont des statistiques faites sur les 3 dernières années. Pourquoi les 3 dernières années? C'est simplement parce que ça fait 3 ans que j'ai acheté le Remarkable, je fais pas de pub, mais que c'était beaucoup plus simple de pouvoir faire des statistiques à travers la tablette plutôt qu'à travers un support papier. J'avais pas tout à fait le temps, donc ça reste, ça reste sur cette vision des 3 dernières années. Donc, durant les 3 dernières années, ben, j'ai accompagné à peu près 270 couples, un peu plus, ça correspond à environ à 2200 séances.
soit en thérapie de couple, soit en cothérapie. Donc, vous faites la moyenne, ça fait à peu près 8 séances par couple. Et je reviendrai juste après. C'est important d'avoir cette vision-là parce que, vous l'avez compris, en thérapie de couple, on est sur des thérapies brèves. Les thérapies de couple n'ont pas pour vocation d'être des thérapies longues. La répartition par tranche d'âge, donc j'ai 25% des couples. Alors, avant d'aller plus loin, je vous parle de mon expérience, donc évitons d'en faire une généralisation. C'est ma pratique. Je dis pas que la répartition, ce sera, elle est partout la même ailleurs, mais voilà, ça me semblait quand même intéressant de vous la présenter. Donc 25% des couples ont entre 20 et 30 ans, donc là on est plutôt sur en quête d'une meilleure communication, d'un meilleur respect, d'une meilleure compréhension. C'est surtout ces sujets-là, qui sont présents à ce moment-là. 30% des couples ont entre 30 et 45 ans et on est plutôt sur des enjeux familiaux, les enjeux professionnels qui sont souvent au cœur des problèmes. 35% des couples ont entre 45 et 62 ans et là, c'est plutôt lié à l'évolution du couple après parfois plusieurs décennies de vie en commun. C'est là où on va trouver des difficultés de fonctionnement. C'est là où on va trouver euh, les infidélités, les relations extra-conjugales, les problèmes liés à la sexualité. Et puis, 10% des couples après 62 ans. Et là, on est plutôt sur des problématiques de qu'est-ce qu'on fait au moment de la retraite, comment on fonctionne ensemble une fois qu'il n'y a plus d'enjeux professionnels, il n'y a plus d'enjeux familiaux. C'est quoi notre relation et comment on souhaite avancer ensemble à partir de cet âge-là. 80% des couples ont un certain niveau socioculturel, donc ça c'est important de l'avoir en tête parce que bien sûr le couple demande une intelligence relationnelle, une intelligence émotionnelle et on va essayer quand même dans l'accompagnement à amener des changements, mais où chacun va prendre la responsabilité de pouvoir assimiler et gérer ses propres changements à son niveau. Et pour ça, il faut une forme de conscience. Et quand même, dans la grande majorité des cas, on peut avoir ce discours-là, et je reviendrai après, mais c'est important voilà, de se dire, OK, on est quand même, les gens qui viennent consulter un thérapeute de couple, et même les gens qui viennent consulter un thérapeute, ce sont des gens quand même qui ont un certain niveau de conscience en général. 10 à 15% des couples où la dimension religieuse ou culturelle est très importante. Je vous donnerai quelques exemples, mais c'est aussi, euh, ça fait partie des couples que l'on reçoit. Alors, quand une dimension religieuse et culturelle est vraiment là, ancrée dans le système de fonctionnement du couple, eh bien, ça peut interagir au niveau de l'accompagnement, vous voyez, parce qu'à un moment donné, et je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure, mais ça peut rigidifier finalement l'accompagnement et même parfois l'accompagnement n'est pas possible tant les aspects religieux et culturels sont importants. 2% des couples sont des couples homo, donc j'ai pas une grande expérience sur le sujet. Euh, comment dire, je tairai toute forme de généralité sur le sujet. Ce que j'ai pu constater à mon niveau, c'est que les problématiques de fonctionnement et les problématiques relationnelles, que ce soit des couples homo ou hétéros, sont sensiblement les mêmes, mais voilà, j'ai pas forcément une expérience très forte sur le sujet. Entre 15 et 20% des couples arrêtent avant la troisième séance. Ça, c'est bien de le notifier. Et puis, c'est bien aussi de s'en décomplexer. Imaginez bien que dans le couple, il y a quand même, et c'est ce que je dis après, hein, il y a quand même entre 30 et 40% des couples où l'un des conjoints, et en général, c'est l'homme, en décor, c'est ce que je constate, quand l'un des conjoints est en résistance. Donc, il y va parce que son conjoint ne lui donne pas le choix, mais il n'empêche qu'il est en résistance. Et c'est vrai que le fait de le savoir avant, ça va induire quelque chose au niveau de la thérapie de couple. Ça veut dire que on va essayer, dans les 2 ou 3 premières séances, de maximiser son intervention de telle manière de passer un petit peu ce palier-là, parce qu'après la troisième séance, ça déroule ça déroule davantage, enfin, l'accompagnement peut vraiment se faire. Mais il y a vraiment un point d'intention
en matière de thérapie, enfin en matière d'accompagnement, pour faire en sorte de maximiser l'accompagnement à l'issue de la troisième séance. 30% des couples dont au moins l'un des conjoints n'a pas fait de psychothérapie, et là on aborde un sujet qui est la psychopédagogie. Elle est très importante dans l'accompagnement. Oui, c'est différent d'accompagner un couple, c'est différent de faire de la thérapie de couple et de la thérapie individuelle. Et tout ça, ça doit être expliqué au début de la thérapie. Parce qu'il y a des gens qui débarquent là et ils savent même pas ce qu'on va faire, hein. Ils n'ont aucune idée de la manière dont les choses vont se passer. Et donc, entre 60 et 70% des couples dont les deux conjoints sont partie prenante, bon, ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, voilà, il y a quand même, heureusement, la majorité des cas où les couples sont là tous les deux ensemble, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a certains couples où l'un des deux conjoints est en résistance. Est-ce que vous avez des questions ou je continue? C'est bon? Alors, je continue. Les grands principes de la thérapie de couple. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est en thérapie de couple, on est sur vraiment des thérapies brèves, c'est-à-dire que l'intervention, la durée de l'intervention se situe entre 8 et 15 séances. Et c'est important de pouvoir vraiment l'avoir en tête. La thérapie de couple n'a pas pour vocation de durer pendant des années, ça n'a pas de sens. Euh, Si c'est pas possible, si on voit que au bout de 8 ou 15 séances, la relation ne s'est pas régulée, c'est qu'en général, le problème va ailleurs. Des héritages émotionnels trop forts, des sujets trop difficiles à aborder au sein du couple qui nécessitent un travail individuel, la religion, le poids de la religion ou le poids de la culture qui est trop conséquent. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, le thérapeute de couple doit pouvoir avoir ce type de propos, de discussion avec le couple en disant, bah, écoutez, là, on est un peu au bout de ce que moi je peux vous apporter, du travail qu'on peut faire ensemble. Je vous invite vraiment à déjà faire un travail individuel et puis une fois qu'il sera fait, on pourra revenir à cette dimension de la relation. Et c'est aussi se décomplexer par rapport à ça, parce que bien sûr, en tant que thérapeute, et moi le premier, on a envie d'aider nos clients, on a envie d'aider les couples, mais à un moment donné, il faut que les conditions soient propices pour pouvoir y arriver. Euh, L'axe de travail, donc bien entendu, c'est le couple, et quand je dis ça, ça veut dire que, et c'est ce que je dis aussi juste avant, c'est la thérapie de couple, hein, c'est pas trois thérapies individuelles, c'est-à-dire la thérapie du nous et la thérapie de l'un et de l'autre conjoint. Et quoi que l'on entende sur le sujet, et je l'ai souvent entendu, la thérapie de couple est différente de la thérapie individuelle, mais n'est pas plus complexe. Vous voyez, c'est l'axe de travail précis, c'est une matière, une méthode d'accompagnement qui est bien spécifique à l'accompagnement du couple. Donc, c'est un apprentissage à avoir, mais c'est pas plus difficile d'accompagner un couple que d'accompagner en individuel. C'est simplement différent. Alors, tel que je vois la thérapie de couple, et elle est partagée par le plus grand nombre, hein, c'est une approche intégrative. Donc, moi, bien entendu, de par mon cursus et aussi de par les formations que j'ai pu avoir, ben, il y a de la CNV, donc bien sûr, il y a tout le pan de la communication, alors qu'on appelle ça CNV, qu'on appelle ça communication consciente ou autre, peu importe. C'est vraiment l'expression des besoins, l'expression des ressentis, des émotions à plusieurs niveaux. Donc, il y a besoin de ça, bien entendu, dans l'accompagnement du couple. Et bien sûr, il y a la systémie. On est des professionnels de la systémie, je dirais presque, euh, par rapport à ce type d'accompagnement. La Gestalt a bien entendu toute sa place, que ce soit en posture, que ce soit en matière d'interaction, d'échange avec les conjoints. La dimension de la psychopédagogie est extrêmement forte. Elle est davantage d'ailleurs qu'en thérapie individuelle. En tout cas, c'est ce que je découvre. Parce que les gens se mettent en couple, mais ne comprennent pas forcément les enjeux du couple derrière qui se jouent. Et c'est important de pouvoir les aider, d'avoir une perception, de monter en conscience par rapport à ça. Il y a de l'hypnose conversationnelle, ça c'est un peu mon dada. J'aime suggérer des choses de manière directe et indirecte. J'aime, voilà, vous voyez,
Tout le jeu des métaphores est extrêmement important dans l'accompagnement des couples. Et tout ça, ce sont des choses qui vont s'ancrer dans le psychisme de chacun et qui vont derrière pouvoir apporter des changements. Et puis, il y a besoin de coaching. Euh, dans le couple, vous voyez, c'est comme on a deux personnes et chaque personne a sa sensibilité. En individuel, on va recevoir des gens qui ont plutôt la fibre de la psychothérapie, donc qui vont venir nous voir. On va pas rencontrer des gens qui ont plutôt la fibre du coaching, donc qui ont envie de choses qui sont peut-être davantage concrètes. Et donc, on est, voilà, comme là, on reçoit deux personnes, et donc il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles aux aspects exercice, par exemple, qu'aux aspects thérapie, et c'est important dans la pratique ben, d'avoir cet éventail d'intervention pour justement pouvoir répondre aux attentes de l'un et de l'autre. Euh, alors je l'explique dans mon premier bouquin, mais vous voyez, la manière dont je vois le coaching et dont je vois la psychothérapie, ce sont vraiment deux manières différentes qui, au final, ont le même objectif. Mais dans la psychothérapie, on va cultiver l'amour de soi, l'estime de soi, pour pouvoir justement avancer dans la vie, pour pouvoir davantage se réaliser. Et dans l'aspect coaching, c'est un peu inversé. C'est la notion être la version de soi-même, c'est le coaching qui est là amené. C'est-à-dire que l'idée du coaching, c'est on va tenter des choses, on va faire des choses, et puis ces choses-là vont aboutir à des succès. Et c'est grâce à ces succès qu'on va obtenir finalement de soi une meilleure estime de soi, une meilleure confiance en soi, un meilleur amour de soi. Donc les choses sont un peu inversées, hein. On est plutôt dans l'approche de la psychothérapie, on travaille l'être pour arriver à faire du faire. Et dans le coaching, on travaille le faire pour pouvoir arriver à être. Vous voyez, donc c'est un petit peu inversé. Euh, Bien sûr, les histoires individuelles peuvent être regardées, mais toujours sur le prisme de la question suivante. Qu'est-ce que cette histoire crée comme phénomène au sein de la relation de couple? En matière de rythme, alors ça, c'est un partage qui est à peu près global à toutes les méthodes. Ah, tiens, excusez-moi, je fais, j'accueille Corinne. C'est un, un partage qui est fait par le plus grand nombre des écoles que j'ai pu côtoyer ou avec lesquelles je me suis formé. Donc, on est plutôt on a plutôt comme rythme d'entretien une fois tous les 15 jours, une fois toutes les 3 semaines en début d'accompagnement. Dans les cas très rares, hein, il faut vraiment qu'il y ait une crise majeure. Ça peut être une fois par semaine, mais bon, j'ai pas fait les statistiques, mais c'est vraiment très très peu. Ça tient à quoi? Alors, je sais que certaines écoles défendent le fait qu'entre deux séances, les conjoints ne doivent pas discuter ensemble du contenu de ce qui s'est passé en séance. Je suis foncièrement contre ce type d'approche. Euh, pour moi, la thérapie de couple, c'est déjà une approche collective et c'est absolument nécessaire que le couple travaille entre deux séances, puisse communiquer entre deux séances, puisse échanger entre deux séances. Et pour ça, il faut du temps. Il faut que le couple puisse assimiler déjà la, euh, le contenu de la séance qui sont toujours des contenus assez denses et puis mettre en place des choses. Alors, c'est pas forcément des exercices, simplement chacun prend la réalité de ce qui a été dit, donc se repositionne d'une manière différente dans la relation. Et bien sûr, pour ça, il y a besoin de temps. En plus, il y a aussi quelque chose de très pratique, mais même si c'est un peu décorrélé, mais euh, la thérapie de couple nécessite ben, le fait qu'il y ait trois agendas qui s'accordent. Et quand on fait de la cothérapie, c'est quatre agendas, vous voyez. Donc il y a toute cette problématique aussi là qui est à prendre en compte, sans compter aussi la problématique des jeunes couples qui ont des enfants en bas âge, qui parfois ne peuvent pas laisser leur enfant tout seuls et qui n'ont pas de solution de garde. Et donc tout ça, c'est à prendre en compte dans l'accompagnement. Et puis ensuite, un cycle beaucoup plus long, ce que souvent je propose et qu'on propose aussi en cothérapie, c'est-à-dire que une fois que voilà, le couple a assimilé ces changements, une fois qu'il s'est régulé,
eh bien, souvent, ils nous demandent de pouvoir les suivre comme ça encore quelques fois cette année, l'année qui va arriver. Et donc là, on est sur des cycles beaucoup plus longs. Ça peut être une fois tous les trimestres, ou même une fois tous les 6 mois. Quoi qu'il en soit, ça les rassure beaucoup qu'à un moment donné, on va pouvoir avoir un point de rendez-vous ensemble afin qu'ils puissent bien assimiler, bien consolider leur changement. Donc ça, cette- ce cycle, quand il s'allonge, bien entendu, on est à l'issue de l'accompagnement, donc on est à l'issue des 15 séances, il a fallu 15 séances pour pouvoir réguler le couple. Alors, il est vrai que nous sommes, enfin à titre personnel, une fois de plus, je vous donne mon retour d'expérience, mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus confronté au contre-transfert et aux identités projectives. Tout simplement parce qu'on va aborder des thèmes qui nous concernent, notamment le terme de la sexualité, vous voyez. Quand le couple arrive avec un problème lié à la sexualité, quand on voit voilà, que un des conjoints propose à l'autre une ouverture de champ de la sexualité sur des choses qui peut être confrontant pour nous, ça va être important de garder une forme d'ouverture, de neutralité, de bienveillance, parce que si on commence à être dans quelque chose de normé, dans quelque chose du jugement, on peut plus accompagner le couple. Donc ça va être important, ben oui, moi, j'ai accompagné un couple où le couple s'est ouvert au BDSM. Je sais que le mouvement est de plus en plus présent en France et d'ailleurs partout ailleurs. Et ben, il faut pouvoir le comprendre, pouvoir l'assimiler et pouvoir justement avoir une posture qui soit ouverte à ce type de sujet-là et avec lesquels on est OK, tout simplement. L'objet initial de la consultation est souvent, même dans la grande majorité, dans la grande majorité des cas, une raison de surface, hein, c'est ce qu'on appelle le symptôme. Bien sûr, le couple va arriver avec des problématiques bien précises, il faut les prendre en compte, il faut les recevoir, il faut bien entendu créer un échange autour de ça, mais en général, on sait qu'on va aller dans des enjeux beaucoup plus profonds. Euh, Bien sûr, s'il y a eu une relation extra-conjugale, c'est important de, de pouvoir la recevoir et de ne pas de rien minimiser sur sur le sujet, mais on sait que la réponse à ce type de situation qui va apporter notamment une grande insécurité au niveau de la relation de couple et une perte de confiance, on sait que la réponse sera sur des enjeux beaucoup plus profonds, avec davantage de vulnérabilité, davantage d'authenticité. Et on sait qu'on doit aller là pour pouvoir justement aider le couple à sortir de l'impasse dont il s'est mis. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que je continue? Oui, moi j'en ai une. Oui? Est-ce que quand les gens viennent en thérapie de couple, chaque membre fait une thérapie, peut faire une thérapie à côté Ah, pour lui-même? pour répondre plus précisément à ta question, c'est normal, ça me paraît naturel à un moment donné les confrontations sont trop fortes, quand on voit que les enjeux quand on voit que finalement le couple est empêtré là dans des enjeux de développement qui sont vraiment insuffisamment métabolisés, oui, c'est à nous, thérapeutes de couple, de les orienter vers des thérapies individuelles. Et là, l'objectif, c'est pas de pointer du doigt l'un des deux. C'est Mhm. vraiment de toujours avoir une vision d'ensemble. En tout cas, moi, c'est ce que je préconise, c'est de dire, OK, même si vous pressentez que l'un est plutôt, a plus besoin que l'autre, c'est quand même de dire que les deux en ont besoin. Parce que n'oublions pas que, par exemple, si un conjoint se met avec une personne qui est extrêmement jalouse ou dépendante affective, c'est que ça a un sens aussi pour lui dans son expérience. Et donc, elle doit aussi comprendre pourquoi elle s'est mise avec une personne qui lui met la pression ou qui essaie de le contrôler. Et donc, elle a besoin de sens et d'un travail individuel par rapport à ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui. C'est que j'avais peur un peu quelquefois que ça interfère justement sur la thérapie de deux Non. avec un autre. Alors, la thérapie de deux et les thérapies individuelles, bien entendu, sont faites par des thérapeutes différents. Euh, Mais oui, c'est ça. oui, Mhm. oui, c'est ça, tout à fait. Alors, effectivement, j'avais pas compris. Mais moi, quand j'interviens au niveau du couple, j'interviens pas au niveau, après, individuellement, au niveau des personnes. Ok, Les ok. personnes doivent suivre une thérapie individuelle. Bien entendu, c'est avec
deux thérapeutes différents, et surtout pas avec moi, parce que sinon on peut être complètement empêtré là Mm. dans, dans des choses qui seraient pas du tout à propos ni pour soi et ni pour le couple. Ok, merci Laurent. Alors, continuons. Quelques définitions. C'est bien ça? Oui. Oui, je vous donne cette définition-là. Cette définition est assez précieuse. Alors, vous en trouverez d'autres hein, sur Internet, mais elles disent à peu près toute la même chose. Mais c'est important, nous, en tant que thérapeutes, c'est important de pouvoir toujours l'avoir en tête, parce que quelque part, ça va aussi orienter notre action. Donc, le couple, c'est quoi, hein, dans la conception contemporaine et moderne? Hein, le couple, c'est perçu comme un espace commun à deux individualités émotionnellement liées dans lequel coexistent des aspirations personnelles, des besoins relationnels et des dynamiques d'interdépendance. Donc, il repose sur un équilibre euh, entre autonomie et engagement et s'adapte en continu en fonction des changements et des évolutions personnelles et conjointes. Pourquoi c'est important de garder cette définition en tête? Parce que, vous voyez, ce qui est essentiel pour le thérapeute, c'est d'avoir la conviction intérieure que cette définition, à un moment donné, euh, peut être que le couple puisse s'approprier cette définition-là. Donc comprenez bien que on ne pourra jamais accompagner des couples de talibans ou des couples d'Afghanistan parce que leur culture est différente. Parce Mm. que la femme dans la relation de couple est vue d'une toute autre manière. Donc, bien entendu, eux vont pas venir nous consulter. Mais là, je parle d'extrême. Mais vous pouvez aussi trouver ça quand vous avez des couples où la culture, le poids de la culture est très fort, ou le poids de la religion est très forte. Il faut donc être clair. Et d'ailleurs, vous sentirez très rapidement en début de thérapie si cet objectif-là ne peut être approché, euh, la thérapie de couple va devenir stérile. Je vais vous prendre un exemple pour étayer un petit peu ça. On était en cothérapie avec Nikki et on a accompagné un couple de couleurs où le couple avait quatre enfants et ils étaient venus parce que les services sociaux nous les ont envoyés parce qu'ils avaient de gros problèmes d'hygiène. Euh, Et donc ils sont arrivés dans le cabinet. Effectivement, on a bien vu qu'ils avaient un problème d'hygiène. Euh, mais et donc le mari, lui, il travaillait à la banque, la femme, femme au foyer. Mais la seule chose qui préoccupait sa conjointe, c'était d'avoir un cinquième enfant. Parce que elle, dans son statut, dans la reconnaissance qu'elle a auprès de sa communauté, c'était d'avoir au minimum cinq enfants. Et donc, finalement, il n'y avait pas de possibilité derrière de pouvoir euh, amener vraiment un accompagnement thérapeutique parce qu'elle était bloquée là-dedans. Et le couple était rigidifié par rapport à ça. Le mari, lui, voulait pas de ce cinquième enfant. Elle voulait de ce cinquième enfant. Et on était dans une impasse. Et le niveau de conscience n'était pas suffisamment élevé pour qu'on puisse amener autre chose, amener la perception que le changement, il doit pas être à ce niveau-là. Le changement, il doit être déjà dans ce qui se passe avec les quatre enfants. Donc c'est vraiment important de toujours avoir en tête cette définition-là et de se dire à un moment donné, bah, si c'est pas possible, j'arrête la thérapie, plutôt que d'essayer de s'acharner sur le couple et d'en tirer une insatisfaction. Est-ce que ça fait sens ce que je vous dis là? Je suppose que le silence est oui. Alors, continuons. Euh, continuons. Hop. Si je vais trop vite, hein, vous me le dites. La thérapie de couple. Donc là, je vous donne la définition de ce qu'est la thérapie de couple. Là aussi, vous en trouverez plusieurs sur Internet, mais on dit tous à peu près la même chose. Donc la thérapie de couple vise à réguler la relation de couple en favorisant une expression émotionnelle plus authentique
une meilleure compréhension des dynamiques relationnelles ainsi que des enjeux individuels, permettant ainsi des ajustements créateurs constructifs. Donc, vous voyez, ici, il y a vraiment l'idée de faire monter en conscience les individus pour leur permettre de mieux comprendre les enjeux personnels qui se percutent au sein de la relation sous le prisme de leur propre vulnérabilité. Et je dis souvent en début d'entretien, d'accompagnement, c'est jamais les aspirations individuelles qui sont, qui se percutent ensemble. Vous voyez, dans la grande majorité des cas, quand il n'y a pas de cas pathologiques importants, c'est-à-dire quand on reste dans le monde des névroses, tous les couples aspirent à avoir une relation bienveillante, avec de la communication, avec de l'entraide, avec de l'écoute, avec de la reconnaissance. Donc ces aspirations-là, elles sont assez communes, elles sont assez conjointes finalement. Mais c'est parce que l'enjeu de reproduction est très fort dans la relation de couple et que les enjeux d'attachement et d'estime de soi, quand ils sont insuffisamment métabolisés, que l'on va à un moment donné avoir des attentes qui vont se manifester par des insatisfactions, qui vont se manifester par des frustrations. Et donc, l'idée de l'accompagnement que les gestaltistes connaissent bien, c'est celle de la spirale ascendante, où l'on va faire évoluer les niveaux de conscience de chacun pour que lorsqu'ils sont dans un point, euh, déjà pour qu'ils puissent mettre du sens à leur expérience, mais aussi pour que lorsqu'ils se rencontrent dans un point qui cristallise les tensions, ils y restent moins longtemps. Et donc, vous voyez, au final, la thérapie de couple, elle vise à créer les conditions nécessaires pour que les conjoints, et ça c'est vraiment très important, et vous pouvez l'écrire, pour que les conjoints puissent mutuellement éprouver de l'empathie l'un pour l'autre, avec la conscience de ce qui se joue au fond d'eux dans dans leur expérience relationnelle. Et c'est bien grâce à cette empathie réciproque, et c'est pour ça que nous, thérapeutes, on doit incarner ça, c'est bien par cette empathie réciproque que les conjoints vont pouvoir se sentir suffisamment en sécurité pour oser leur vulnérabilité. On est vraiment dans le jeu de l'authenticité, dans le jeu du savoir-être, dans le jeu voilà, d'oser être vulnérable dans cette relation de couple. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut être vulnérable. On peut être vulnérable avec son thérapeute, bien sûr, dans le monde, dans le sanctuaire du cabinet. On, on attend ça de nos clients et on participe à ça, au fait qu'ils puissent être vulnérables et les accueillir dans cette vulnérabilité. On peut être vulnérable avec son meilleur ami ou sa meilleure amie qui date de très très longue date, on n'a plus d'enjeu, donc on se dit tout. Et puis, eh ben oui, on peut être vulnérable au sein du couple. Et d'ailleurs, il y a une phrase très très belle qui a été dite par Alain Eric, donc le formateur qui me forme en psychopathologie. Il dit, l'échec de la vulnérabilité, c'est l'échec de l'amour. Vous voyez, et c'est bien, on est bien là, quoi. L'amour a besoin de vulnérabilité pour pouvoir s'exprimer. Et c'est toute la différence voilà, que l'on peut avoir dans des relations qui, au contraire, parce qu'on n'ose pas être vulnérable, eh ben, on s'affronte tout simplement. Ça fait sens ce que je vous dis là? Alors, je continue ma présentation, mais cette fois-ci en solo, parce que j'ai vu que dans mon retour d'expérience, eh bien, à partir de cet instant, l'enregistrement ne s'est pas bien réalisé. Eh bien, je continue sans vos sourires, mais en essayant de vous apporter, bien entendu, toute cette information que j'ai apportée dans le cadre du webinaire. Et on en était donc aux archétypes de la relation de couple. Donc, vous voyez, quand on parle d'archétypes, on rejoint un peu cette idée que l'on connaît bien en Gestalt sur la théorie de l'attachement et les enjeux d'estime de soi. Donc, on retrouve ça, on retrouve ces mécaniques-là dans la relation de couple, et c'est assez logique, puisque au final, les couples se mettent ensemble aussi avec un certain nombre d'enjeux et de développement. Et ces enjeux de développement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien, ça vient créer quelque chose au niveau de la relation.
Et donc, dans ma pratique, et c'est vraiment un travail que j'ai fait, mais maintenant qui date depuis quelques années, mais j'ai pu voilà, mettre en place quels sont les principaux archétypes que l'on trouve au sein du cabinet, sachant qu'il y en a 7. L'idée, c'est pas de vous les présenter dans le détail parce que ça prendrait trop de temps, mais au moins de les parcourir rapidement et puis de voir aussi comment, d'un point de vue de la segmentation, ces archétypes sont présents dans le cadre du cabinet. Donc, bien entendu, il y a l'archétype sécurisant. Donc, ceux-là, on les voit jamais, on les accompagne jamais, hein. Mais en même temps, la, la- le couple sécurisant, c'est un peu le couple qui répond à la définition que je vous ai proposée avant. Et bien entendu, l'action thérapeutique, l'accompagnement doit prendre comme idée d'essayer justement d'amener les couples, quel que soit là où ils en sont d'un point de vue fonctionnement, vers cette définition, vers ce couple, ce modèle de couple sécurisant. Le couple sollicitant évitant, c'est un couple qui est assez habituel. C'est vraiment la composante homme-femme en général qui est là. Euh, Généralement, c'est la femme qui, parce qu'elle est euh, plus armée, on pourrait dire de cette manière-là, d'un point de vue des émotions, d'un point de vue de la communication, c'est en général elle qui va vraiment solliciter la relation, et c'est plutôt en général l'homme qui va être plutôt dans le retrait, dans le silence. Et c'est vrai que ça va créer quelque chose au niveau de la relation. Et bien entendu, ça crée des problèmes de communication, des problèmes d'entente, et c'est ça qu'on va traiter dans le cadre de l'accompagnement. Le couple contrôlant soumis, c'est aussi un couple assez habituel. C'est vraiment le couple où l'un essaie d'imposer sa vision des choses à l'autre. Alors ça peut être très confortable en début de parcours de couple, mais peu à peu, ça peut cristalliser des tensions, ça peut cristalliser vraiment des résistances. C'est pour ça que la personne qui est un peu manipulée par la main, là, vous voyez un éclair qui s'échappe. Et donc, ce sont en général des couples où il y a vraiment le phénomène cocotte-minute qui est en place et euh, on accepte un certain nombre de choses, puis on garde pour soi, et puis d'un seul coup, ça explose. Le couple se régule, et puis chasser le naturel, il revient au galop. Et c'est vrai on est dans ce type de configuration avec ce type de couple. L'anxieux insécure, on est plutôt sur des modèles de relations de couple où vous avez vraiment là deux dépendants qui n'arrivent pas à se sécuriser au sein de la relation, à assimiler la relation. Donc la relation, elle peut être hyper belle à vivre à certains moments, et puis pour une raison ou pour une autre, tout s'écroule comme un château de cartes. Et là, on est sur des relations qui sont conflictuelles. Parfois, il peut y avoir même de la violence. Donc c'est vraiment un type de couple où il y a vraiment des hauts et des bas très très forts. Le couple 5, le couple sécure-anxieux, c'est pas vraiment le couple qu'on rencontre beaucoup au sein du cabinet, mais c'est vraiment le couple qui peut, vous voyez, par exemple, avoir euh, vécu des accidents de la vie, une maladie, une perte d'emploi, un décès, et on se retrouve à ce moment-là, la relation de couple se retrouve à ce moment-là à gérer ça, à pouvoir vivre avec ça. Et ça peut être difficile pour le conjoint qui essaie d'accompagner du mieux qu'il peut sa compagne ou son compagnon dans les événements qu'il vit lui individuellement. Et donc voilà, ça peut être ça qui peut arriver au sein du cabinet qu'il faut bien entendu savoir accueillir. Le couple désorganisé borderline, ce sont des couples extrêmement difficiles. Là, on peut être vraiment dans des relations qui sont vraiment des relations extrêmement tendues avec des états psychotiques, des états limites. C'est important aussi de voir que ça peut exister et puis vraiment y avoir ça au sein du cabinet. Et surtout, nous, en tant que thérapeute, on doit savoir se placer par rapport à ça quand il y a de la violence conjugale. Vous voyez, c'est important de pouvoir accueillir ça, mais aussi mettre des limites par rapport à ça et de se dire à un moment donné,
peut-être que je suis un peu trop seul, là, j'ai besoin aussi que chacun des conjoints puisse travailler sur soi, peut-être que aller dans le champ de la psychiatrie, dans le champ de la psychanalyse, mais quoi qu'il en soit, c'est important de pouvoir bien se positionner quand il y a une récurrence de la violence au sein de la relation. Et puis enfin, la relation assez aussi commune que je retrouve assez fréquemment, c'est la fameuse relation compétitif-combatif, qui est un peu l'évolution du couple de l'archétype 2 et 3, où il y a un effet ras-le-bol qui s'installe au sein de la relation, et où finalement chacun va à un moment donné camper sur ses positions en accusant l'autre d'être à l'origine des problèmes dans une posture très figée. C'est vrai que nous, thérapeutes, ben, on devra à ce moment-là essayer de mettre un peu de souplesse, un peu de compréhension, un peu d'écoute pour faire en sorte que ces relations figées puissent commencer à bouger pour créer de l'espace, pour puisse justement à créer derrière des ajustements créateurs. Continuons. Alors, en matière de répartition, comme vous voyez, la grande partie de mes accompagnements, eh bien, c'est autour des couples contrôlants soumis, des couples compétitifs combatifs et des couples sollicitants évitants. Si vous faites la somme des trois, on est à 75% de l'accompagnement. Donc, vous voyez, c'est vraiment ces couples-là que l'on va recevoir en priorité dans le cabinet. Bien sûr, les autres existent. C'est important aussi de s'y préparer. Alors, pour continuer ce retour d'expérience, il me semblait intéressant de vous donner quelques outils du thérapeute couple, les outils principaux. Alors, je ne vais pas faire de cours, mais pour vraiment ces outils-là, ça va vous permettre de bien ressentir ce que l'on fait en thérapie, en thérapie de couple, hein, donc, ce que l'on fait dans ce type d'accompagnement. Ah, c'était important pour moi de pouvoir vous présenter ça. Alors, le premier type d'intervention, c'est l'intervention circulaire du thérapeute couple, dans ce que je nomme l'OPSR. D'une manière ou d'une autre, vous allez trouver ce type d'intervention dans toutes les formations qui ont lieu en matière de thérapie de couple. C'est vraiment cette faculté, pardon, que le thérapeute de couple a pour pouvoir accompagner l'interaction entre les conjoints, un peu à la manière d'un danseur où il va passer de l'un à l'autre avec une forme d'expression qui va être de plus en plus euh, dans le champ des expressions sourdes, donc des expressions des émotions vulnérables. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce cycle de l'infini, dont je ne vais pas le décomposer ici, il est à 3 niveaux, mais ce qui est important, c'est de dire, voilà, en tant qu'intervenant, je vais vraiment essayer de pouvoir euh, passer de l'un vers l'autre pour essayer, pour permettre à chacun de monter en conscience sur les enjeux qui se jouent au sein de la relation. Et donc, on doit être armé de plusieurs choses. On doit avoir, bien entendu, le sens de l'observation, le sens de la phénoménologie. C'est extrêmement important de voir comment les postures euh, de l'un vis-à-vis de l'autre se placent, comment le mouvement du langage non verbal, pardon, du langage non verbal euh, se, se met en place entre les conjoints. Et c'est bien de pouvoir le restituer aussi, bien entendu. Donc tout ce qui est lié à l'observation, à la phénoménologie, à la systémie. Bien sûr, on va un peu, même beaucoup, mettre à disposition notre cerveau limbique pour pouvoir détecter avec nos propres perceptions les émotions, les besoins présents, les besoins cachés. Donc c'est important qu'on puisse vraiment agir aussi là sur les 2 niveaux, les émotions primaires et les émotions sources. Et tout ça en live, hein, bien sûr, et pouvoir en faire aussi en live une synthèse. Donc essayer vraiment de pouvoir synthétiser tout ce qui est dit à travers toutes ces strates d'expression et d'en faire une restitution empathique qui soit compréhensible pour le couple et qui soit surtout propice à créer des oui physiologiques, c'est-à-dire des oui, c'est exactement ça, oui, vous m'avez compris. Parce que quand le couple vient dans le cabinet, il y a souvent cette difficulté que l'un et l'autre rencontrent
sur le fait qu'ils ne se sentent pas compris dans la relation, ils ne se sentent pas compris par le conjoint. Et donc, c'est important de pouvoir, justement, nous, thérapeutes, d'amener ça et de pouvoir faire des reflets empathiques qui amènent vraiment cette conviction pour l'un et pour l'autre d'être au moins compris au sein du cabinet. Ensuite, les clés de l'intervention du thérapeute de couple que j'ai nommé artiste. Alors, c'est un clin d'œil à Joseph Zinker qui définissait le thérapeute gestaltiste comme un artiste. Donc, c'est vrai que nous, thérapeutes de couple, nous sommes vraiment artistes. Alors, on est plus dans le registre du chef d'orchestre qui reste quand même un artiste. Mais c'est vrai que il y a de ça, quoi. On va essayer d'orchestrer la relation, on va essayer d'amener dans la relation des harmonies qui vont faire en sorte que le couple se régule, se comprenne mieux. Et c'est chouette de pouvoir justement aller dans cette idée-là, de cette danse-là que l'on a à faire avec chacun des conjoints pour que enfin la relation puisse émettre de la musique relationnelle qui soit bonne pour l'un et l'autre conjoint. Donc dans ce cadre-là, bien sûr, il y a l'accueil inconditionnel. J'en ai déjà parlé avant, mais c'est extrêmement important que le couple puisse se sentir accueilli, quelles que soient les difficultés qu'il rencontre, quels que soient aussi les niveaux de conscience. On a besoin de ralentir, on a besoin de calmer. Ça, c'est vraiment une question de posture. Vous voyez, le couple, les conjoints, quand ils arrivent en début d'entretien, ils ont plein de choses à dire, ils ont plein de choses à déposer. Et c'est à nous aussi voilà, d'être dans cette posture où on va incarner le fait qu'on peut discuter calmement, qu'on peut échanger calmement, on peut ralentir, on peut prendre le temps d'écouter l'autre avant d'être plutôt dans quelque chose de l'ordre j'essaie de te répondre plus vite sans t'écouter parce que j'ai besoin d'imposer ma vision des choses. Donc, c'est à nous d'incarner ça et donc, il est vraiment nécessaire d'être dans cette intériorité de calme pour pouvoir vraiment ralentir ce qui est dit et faire en sorte que le couple puisse échanger dans un autre cadre, dans d'autres énergies que les énergies qu'ils vivent quand ils sont chez eux. Bien sûr, on doit tenir le cadre, mais vous voyez, le cadre, il n'est pas tout à fait droit, il est même un peu déformé. C'est important de pouvoir amener de la souplesse par rapport à ça. Je m'explique. Beaucoup euh, d'écoles prônent le fait que tout l'entretien est orchestré et dirigé par le thérapeute de couple. Euh, un conjoint s'exprime, le thérapeute de couple fait un reflet empathique, traduit donc euh, ce qui est dit de telle manière que l'autre conjoint puisse l'entendre. Et, et donc, dans le cas de ce que je disais tout à l'heure, de cette intervention circulaire, on devrait systématiquement passer par ce biais-là. Et c'est vrai, dans les fondements de la thérapie de couple, on a besoin, bien entendu, d'interagir de cette manière-là. Mais il peut y avoir un sens à ne pas faire ça. Quand je vois que le couple n'arrive pas à attendre que l'autre ait terminé de parler, que l'autre conjoint coupe la parole, ou émet un avis, ou émet un jugement, euh, parfois c'est pertinent de laisser les choses se faire, se dérouler, mais c'est pas la même chose avec le thérapeute de couple en témoin, qui lui incarne autre chose. Une intervention thérapeutique, c'est de permettre à ce que ce soit là aussi au sein du cabinet, mais bien sûr ne pas se laisser emporter par ça. Parce qu'à un moment donné, on va laisser peut-être la scène se dérouler 1 minute, 2 minutes, et puis à un moment donné, on va reprendre le lead en intervenant en tant euh, qu'expert de la relation, en parlant de la systémie, on dit, voyez ce qui se passe. Regardez, prenez conscience de ce qui vient de se passer là, face à moi, en tant que témoin. Qu'est-ce qui s'est passé dans la relation? Chacun parle pour soi, personne ne s'écoute. Est-ce que vous voyez que là, vous avez un ennemi en commun? C'est votre relation elle-même. La mécanique que vous avez mis en place entre vous, elle n'est pas propice à pouvoir créer de l'entente, à pouvoir créer une bonne communication. Vous essayez chacun de défendre votre point de vue, mais vous ne vous écoutez pas. Or, une bonne communication, c'est pas ce que l'on dit à la base, c'est ce que l'autre reçoit. Et
comment il le reçoit. Donc, vous voyez, tout ça, ça fait partie du cadre et c'est important de pouvoir y mettre une souplesse dès que cette souplesse, bien entendu, reste sous le lead du thérapeute de couple. Je travaille aussi beaucoup avec les images, les métaphores, l'hypnose conversationnelle. C'est important de pouvoir amener des images, des métaphoriques, tout simplement parce que c'est très parlant pour le couple. Et c'est vrai que toutes ces suggestions, quand elles sont directes ou indirectes, vont créer des insides qui sont favorables, qui sont propices à pouvoir créer des changements bénéfiques pour la relation, tout simplement. Euh, Rester simple, rester pédagogue, c'est aussi extrêmement important. On doit parler avec les mots du client. Alors, c'est pas forcément facile quand il y a des vulgarités qui sont lancées, mais quoi qu'il en soit, c'est bien aussi de pouvoir avoir un langage qui soit accessible aux couples, quel que soit leur niveau socioculturel. Bien sûr, traduire et valider, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important de pouvoir euh, faire en sorte, et je l'ai dit juste avant, de faire en sorte d'avoir des oui physiologiques et d'être dans cette intention hein, de dire quelque chose et toujours de le valider. Est-ce que c'est bien ça que vous vouliez dire? Est-ce que je vous ai bien compris? Ça apporte tellement de bien aux conjoints qui justement vivent généralement tout autre chose et même le contraire. Et donc, la traduction et la validation fait vraiment partie de la pratique. C'est vraiment une des clés de l'intervention. Et bien sûr, l'empathie inconditionnelle, ça je l'ai dit, je le redis, c'est important de pouvoir rester dans cette posture empathique, même quand les sujets sont abordés de nos actives, en tout cas quand il y a pour nous peut-être des sujets liés à nos propres contre-transferts, c'est important de garder, de rester dans une posture empathique, quelle que soit la situation du couple. Alors, le thérapeute de couple, pour terminer, c'est quoi? C'est qui? Donc déjà, le thérapeute de couple, c'est un consultant du processus relationnel. Donc c'est vraiment lui qui va porter l'expertise de l'expérience de la relation de couple. Et il va vraiment se positionner en tant que consultant pour pouvoir amener justement de la matière par rapport à ça. Bien sûr, le thérapeute de couple s'appuie sur la théorie de l'attachement et de la théorie ici de la reproduction pour bien comprendre les enjeux intra- et interrelationnels. Il valide et normalise l'expérience du client. C'est important voilà, de comprendre que le client a le droit à son expérience. Et c'est important de le reconnaître en tant que tel, sans que ce soit normé, normatif par rapport à ça. Bien sûr, s'il y a de la violence conjugale, c'est important et on a un devoir d'alerte par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est important de pouvoir montrer au client qu'on est là avec lui euh, et que son expérience, quelle qu'elle soit, a un sens par rapport à sa propre histoire, par rapport à qui il est. Et le client a besoin d'être connu par rapport à ça. Le thérapeute de couple traduit les conversations réactives en conversations plus profondes et plus vulnérables. C'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure quand j'ai parlé des émotions sources et des émotions primaires. Donc, hein, c'est bien à travers le chemin de la vulnérabilité que le couple arrivera à trouver de l'empathie mutuelle, à vivre de l'empathie mutuelle et justement à pouvoir après trouver des ajustements par rapport à ça. Le thérapeute de couple, bien entendu, utilise vos propres outils cliniques habituels. Hein, il n'y a pas de changement par rapport à ça. Donc, les reflets empathiques, la validation, les questions évocatives, tout ça, bien entendu, ça fait partie de la boîte à outils du thérapeute de couple. Et puis, selon le cas, on peut utiliser le coaching, notamment à travers la prescription de tâches à réaliser entre deux séances. La psychopédagogie, j'en ai parlé tout à l'heure, que ce soit sur la partie que ce soit pour le couple, que ce soit pour la parentalité, la sexualité, les biais cognitifs, c'est important d'amener ça, notamment en début d'accompagnement. Et puis la psychopathologie, c'est important qu'on puisse être formé, alors, pas nécessairement profondément, mais vraiment avoir une vraie
culture en matière de psychopathologie, que ce soit sur les aspects des relations toxiques, que ce soit sur les aspects des états limites, que ce soit sur les aspects des névroses, que ce soit aussi sur les aspects de la sexologie, parce que tout ça va faire partie des sujets qui vont être abordés lors des accompagnements. Laurent, quand il y a beaucoup de violence et des choses limites, du viol conjugal dont tu parlais, comment tu te positionnes? Tu rappelles le cadre de la loi? Comment tu Oui, interviens? oui, tout à fait. Oui, oui. Ah, Est-ce que tu faut être restes clair. neutre dans ta posture? Enfin, comment ça se passe? Alors, bien sûr, quand on est là dans des situations où il y a un délit, on est dans la violence conjugale, le viol conjugal, c'est un délit. C'est un délit et c'est puni par la loi. Et donc, ça, c'est important de le rappeler dans le cadre. C'est pas de mettre un jugement, c'est pas être normatif, c'est simplement dire, voilà, c'est ainsi dans notre société contemporaine, ce type de pratique est un délit. Et c'est bien en ça où la définition que je vous ai posée tout à l'heure ne reflète qu'une partie des couples. Parce que c'est un délit chez nous, mais ça pourrait ne pas l'être, et ça ne l'est pas d'ailleurs dans d'autres cultures, malheureusement, malheureusement. Mais chez nous, oui, bien sûr, on doit rappeler ça. Et on doit ramener la responsabilité là-dessus. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui, j'ai une autre question sur le temps. Tu fais des séances de combien de temps? Ah, 1 heure, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. 1 heure? C'est pas Une beaucoup. heure, oui, 1 heure. Euh, Dans certaines formations, les durées durent 1 heure et demie, 1 heure, 1 quart, 1 heure et demie. Euh, Moi, je me suis positionné à 1 heure, tout simplement parce que je trouve qu'au bout d'1 heure, finalement, il y a eu pas mal d'échanges. C'est très intense, hein, surtout en début d'accompagnement. C'est vraiment très, très intense, c'est très énergivore, la thérapie de couple. Et c'est important de ne pas faire trop durer ça euh, et, parce que sinon, ça ne serait pas écologique ni pour soi ni pour le couple. Et c'est, voilà. Et donc, 1 heure, ça me paraît pour moi être le bon timing. Ouais, Brigitte, tu as levé la main. Oui, oui, c'est une question. Alors, donc, je n'accompagne pas les couples, mais les individuels. Mais par contre, effectivement, il y a régulièrement des situations de couples qui sont évoquées. Et là, j'ai un cas en tête où il y a beaucoup de soumission. Donc, en fait, alors c'est plutôt madame vers monsieur. Oui, Alors bon, ce sont des choses que j'ai détectées dans l'accompagnement et notamment, tu l'évoquais tout à l'heure, là, il y a tous les enjeux d'attachement non métabolisés, donc c'est bien évidemment en lien avec l'histoire de ce monsieur, mais comment orienter? Parce que ça revient en fait hein, quand il me parle de sa compagne, de sa relation, on est vraiment, voilà, même des gestes, enfin, il est là et elle est là. Et... oui, oui, je comprends bien. Tu vois, on est dans l'archétype contrôlant soumis. Oui, Et c'est vrai que alors, accompagner ça en individuel, bah, c'est ce qu'on fait en Gestalt, ça, c'est essayer de mettre du sens sur cette expérience. Bien sûr, le jeu de la reproduction est très fort, oui, et c'est important que la personne, si elle vient te voir, euh, elle voit que c'est plus tout à fait OK. En fait, dans ces jeux-là, ce que j'ai constaté, c'est que en début de relation de couple, ça peut être tout à fait confortable d'être dans ce jeu contrôlant, mm, parce qu'on se laisse porter par la relation. On se laisse porter par les décisions. Il y a quelque chose qui est, on est on est dans le trend, là, dans le flow de l'autre. Et c'est d'autant plus facile qu'on l'a certainement été aussi dans la petite enfance. Enfin bref, toujours est-il que ça peut avoir un sens en début de la relation, mais après, la relation de couple, c'est quelque chose qui vit. mm, Et je vois ça chez les jeunes couples. Ben, finalement, la femme ou l'homme de 20 ans, ben, c'est pas la même personne qu'à 30 ans, qu'à 40 ans, qu'à 50 ans. Et à un moment donné, effectivement, ce qui était acceptable dans le couple ne le devient pas quelques années après. Et il y a donc besoin de mettre de la conscience par rapport à mm. ça et d'accepter finalement que le couple doit se réajuster. Parfois c'est possible, parfois ce ne l'est pas. Mais dans ton cas, tu vois, cette personne, elle doit aussi mettre en conscience que
ça part d'acceptation à un moment donné de la relation qui l'amenait à ça. Oui. Et pour qu'elle puisse ne plus être dans quelque chose de je subis, mais je suis aussi responsable d'une certaine matière d'avoir contribué à ça. Et derrière, de pouvoir, à travers cette reprise de pouvoir, hein, ben, établir les changements qui vont que elle va se repositionner d'une manière différente dans le couple. Mm. Parce que le couple est très systémique et comme tout système, quand un élément change, c'est tout le système qui va changer. Mm. Et ça, c'est, vous voyez, tu vois, c'est important de pouvoir l'avoir toujours en tête. Si elle change, tout le système va changer. Alors ça va Mm. peut-être être pas facile, mais il n'empêche que ça va changer quand même. Oui. Mais par contre, comme on dit, on est peut-être au début de la relation, on est confortable avec ça, hein, puisqu'on se laisse porter par le flux, par l'autre, les décisions, etc. Maintenant, dans le côté enfin, soumis, dominant ou contrôlant, bah, avec le temps, ça peut être pesant, mais et en même temps, il y a certaines habitudes qui se sont instaurées. Bien sûr. Donc l'idée, c'est comment voilà, faire un pas de côté et arriver à sortir de ce schéma-là, sans pour autant, parce que ben, contrarier l'autre en même temps. Je sais Oui, pas si j'ai été claire. Ouais. mais comme tu le sais, l'autre ne peut pas changer. On a peu de pouvoir sur l'autre. Oui. Donc le seul pouvoir que l'on a, c'est son pouvoir de changement. C'est comment je vis la situation, comment je veux me positionner. Donc ça, c'est tout l'accompagnement, bien sûr, en psychothérapie. C'est que, euh, mais c'est avec quand même cette conviction, je la redis, mais elle est importante, cette conviction, c'est que si je change, l'autre va changer. Si je me Oui. positionne différemment, l'autre va se positionner différemment. Mais pour ça, il faut que je sois plus stable sur mes appuis, il faut que je sois plus droite dans mon regard, que je me positionne vraiment dans quelque chose qui n'est pas nécessairement de la résistance, mais qui est simplement ma capacité à mettre, à un moment donné, mes limites. Les limites, les limites. Exprimer les besoins et mettre des limites, on y revient, bien sûr, bien sûr. Tout à Ok, fait. super. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Oui. Alors, je vois deux mains levées, mais je ne sais pas du tout comment on fait. Euh, hop. Hmm. Bah, Naïma, va très bien. Ouais. Tu as parlé d'un livre, un nouveau livre, nouveau livre là, qui va sortir sur le couple. Est-ce que Mhm. tu reprends un petit peu des histoires que tu as, eues avec des couples, des anecdotes, des Oui, oui. stratégies, c'est ça? Tu Alors, partages. je le fais un petit peu comme le précédent, simplement il est vraiment dédié au grand public pour le coup. Mais effectivement, je mets tout ça, ça a un but pédagogique, mais c'est aussi un but de rendre le livre plus vivant. Mhm. Je mets effectivement, je fais référence à mes accompagnements pour exprimer finalement ce que j'ai envie d'aborder. J'aborde par exemple euh, la, la- la jalousie, j'aborde les relations toxiques. Donc je fais quand même un éventail assez large de tout ce qu'on peut trouver en matière de relations et ce que moi j'ai pu, que je peux vivre au sein du cabinet. Et j'étaye ça effectivement de cas cliniques pour essayer voilà, de mieux faire rentrer en tout cas dans un but pédagogique, de faire en sorte que les personnes Mhm. comprennent mieux les enjeux derrière ce que j'exprime, les enjeux fondamentaux derrière ce que j'exprime. Mhm. Et il doit sortir quand ce livre? Alors, Il n'est pas sorti encore. non, non, il va sortir Ouais. fin 2025, début 2026. Ah, Pour ah l'instant, oui. oui, oui, c'est assez. Pour l'instant, j'ai trois éditeurs. Je ne me suis pas encore, j'ai pas encore choisi l'éditeur euh, que je souhaite, voilà, le- avec lequel je souhaite partir, mais Mhm. je prendrai ma décision là, je pense assez rapidement dans les semaines qui arrivent. Et puis je sais qu'il faut au minimum 6 mois derrière entre la relecture, la validation, le maquettage et la publication. D'accord. En tout cas, le premier, il est top, hein. Merci beaucoup. Sur le questionnement, waouh. Je me croyais à l'IFAS, en fait, je le lisais. Et moi, je me questionne beaucoup sur justement ce questioning, avoir les bonnes questions au bon moment. Et c'est vrai et en même temps, la structure du livre est très intéressante, la manière dont tu classes les questions. Enfin, je veux juste te féliciter parce qu'il est vraiment impeccable, ce bouquin. Pour ceux Merci. qui ne le connaissent pas vraiment, faut le lire. Je confirme, ça Ouais, m'a il est génial. beaucoup aidé. Ouais, il est génial, ouais. Mm. Merci, vous êtes chou. Marie-Laure, vas-y, tu peux t'exprimer, Marie-Laure. J'ai vu que tu avais levé la main. Oui, je m'exprimais, mais j'avais oublié d'enlever le micro.
Oui, je suis embêtée en ce moment parce que j'ai un couple qui a un enfant de 3 ans. Et en fait, je sais qu'on est dans le couple, dans la thérapie de couple, tu vois, mais euh, et en plus avec ma formation IFAS, j'ai pas eu le cas, on n'a pas abordé le couple finalement parental, tu vois. Mhm. Et du coup, je me demande, j'ai l'impression que je sais qu'on est dans la thérapie de couple, mais je me dis quand même qu'ils parlent pas de cet enfant, ou alors seulement pour, comme si c'était un problème en fait. Il faut aller la chercher, il faut aller la récupérer. Ouais, c'est le Je couple. sais pas comment exprimer ça sans froisser, sans. Et en même temps, je pense que peut-être que ça peut soulever quelque chose. Bah, ouais, je peux comprendre. Enfin, je ressens bien ce que tu me dis parce que ça fait référence aussi à certains couples. Et d'ailleurs, avec Niki, on s'amusait à désigner euh, ces enfants comme les coupables, hein, les coupables désignés. C'est-à-dire que le couple n'arrive pas à s'entendre, mais il faut il faut qu'il y ait une réflexion, qu'ils réfléchissent vers l'enfant, parce que finalement, ils n'arrivent pas, eux, à aborder, à se confronter à leurs propres problèmes, quoi. Tu as Donc, raison, c'est un peu une déflexion. Ouais. en fait, c'est une réflexion. Donc, bien sûr, c'est compliqué parce que on doit amener, on doit amener là aussi une posture qui soit pas une posture d'une personne qui juge, mais la stratégie, c'est quand même qu'ils prennent conscience que c'est pas l'enfant le problème. Mais c'est eux, c'est la relation de couple qui dysfonctionne. Et que les solutions par rapport à l'enfant, ils vont la trouver au sein de la relation. Ouais, Il y a ouais, vraiment, c'est ça, ouais. il y a vraiment une déflexion qui se fait là. Mm. Ça répond à ta question? Oui, 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 oui. Je vais pouvoir appliquer ça dès demain. Ah, bah super. Merci, Laurent. Marianne, Oui, j'ai vu que tu faisais des pourcentages un petit peu comme ça sur. Est-ce que tu as une visibilité sur les résultats de ces 15 séances? Où va le couple? Quels sont les résultats? Est-ce qu'il y a finalement beaucoup de séparations ou les gens se remettent ensemble? Enfin, voilà. alors, c'est vrai que j'aurais pu. Alors, je vais répondre à ta question. Bon, tu as compris déjà que, il y a entre 15 et 20% des couples qui nous échappent avant la troisième Ouais, séance. ouais, ouais. C'est important de l'avoir en tête. Moi, ce que je constate quand même, c'est que, alors, c'est vrai, j'aurais pu, t'as raison, c'était complètement évident que je fasse le calcul, mais je l'ai pas fait. Non, mais c'est juste pour Mais, avoir une idée de ce que ça là, amène. ouais, Voilà, d'avoir fait 8 15 séances en thérapie de couple, qu'est-ce que ça amène? ouais. Alors, je pense, honnêtement, je suis entre 80 et 90% des couples qui arrivent, grâce à mon accompagnement, à se réguler. D'accord. Euh, donc, voilà, je réponds à ta question. J'ai pas fait le Oui, calcul, mais je pressens que on est un peu là quand même. bah, c'est un beau chiffre, hein, ça sera posé. Bah, ouais, enfin, je pense que j'espère que c'est un chiffre partagé par la profession. Et je suis à peu près certain qu'elle est aussi comment dire, dans ces ratios-là. Donc, je suis pas le seul, heureusement d'ailleurs. Moi, c'est plutôt 80%. Ouais. Hmm. Donc, on est quand même, voilà, on est sur des ratios qui sont quand même communs. M- Marie-Laure, je sais pas, est-ce que tu as levé la main, mais est-ce que c'est parce que tu avais déjà levé la main ou est-ce que tu avais une autre question? Non, effectivement, j'ai pas vu que je pouvais baisser la main. D'accord. Ok. Bon, il est 21 heures, donc on tient le timing. Est-ce qu'il y a encore quelques... Ben Naïma, tu viens de lever la Oui, main, donc c'est ça. Donc moi, ma toute première question quand je t'ai contacté, c'était de savoir si tu formais les gens au couple, à la thérapie de alors, couple. Donc je repose ma oui, question là en direct. je prépare, alors je ne le ferai pas aujourd'hui, je prépare donc effectivement un plan de formation avec la formation qui va s'appeler thérapie de couple, la thérapie de couple constructiviste et intégrative. Hein.
Donc, je vous ai proposé le programme de formation. Il devrait aboutir là en septembre, sachant qu'en septembre, ce que j'aimerais, c'est être référencé en même temps qu'Ayopi. Mhm. J'ai beaucoup de travail, mais effectivement, pour l'instant, la formation, elle est en cours de rédaction et j'espère là en septembre pouvoir la déployer avec toute l'indulgence que je demanderai aux premières personnes qui seront formées, parce qu'ils essuieront un peu les plates quand même. J'ai conscience que que je ne suis pas un grand pédagogue, donc je vais bien sûr m'associer bon, euh, avec des personnes qui savent vraiment comment former, comment animer les groupes, etc. Je veux vraiment pas reproduire ce que moi j'ai pu vivre en tant qu'élève dans certaines formations. Et tu as une idée sur la durée de la Oui, formation? oui, oui. Ah oui, oui. Et je me suis restreint. Ouais. Je suis restreint vraiment. Pour l'instant, j'en suis à 12 jours, donc ça correspond à 85 heures. Ça correspond aux formations que vous avez sur, par ailleurs, l'école du couple, notamment, qui propose aussi une formation à 80 heures. J'ai conscience que c'est hyper challengeant, mais oui, voilà, il faut passer quand même du temps à bien Ouais. comprendre ce qu'est la thérapie de couple. Et vraiment, mon ambition, c'est que ce soit une thérapie, une formation qui soit opérationnelle, quoi. Mm. C'est pour ça que j'ai quand même défini les 7 archétypes de la relation de couple, parce que derrière chaque archétype, j'envisage de pouvoir aussi mettre en place des scénarios extrêmement précis pour Mhm. vraiment que les personnes qui sont formées puissent bien comprendre ce qui se passe en face, par exemple, d'un archétype soumis contrôlant, quel type de dialogue on peut avoir, quel type de positionnement on peut avoir, quel type de croyance on peut avoir, et comment on interagit là-dedans pour pouvoir justement accompagner le couple. Un format week-end, tu sais, ou ça c'est trop tôt encore? Pour Ouais, se je projeter pense un que petit ce peu. Ouais, sera, un ouais, format week-end. alors je pense que ce sera plutôt des 3 jours, donc plutôt le week-end, D'accord. le vendredi compris. Je ne sais pas encore s'il y aura une partie en ligne, une partie en présentiel. Il y aura nécessairement du présentiel. Je ne sais pas si je vais pas déporter le premier, la première phase de la formation. Où là, c'est plutôt de la pédagogie. Qu'est-ce que c'est un couple? Quels sont les enjeux du couple? Mais je ne sais pas encore si je vais le faire en présentiel ou pas. Tu es basé où, Laurent? Pardon? Tu es basé où? Moi, je suis basé à Aubonne, mais si je devais faire une formation, ce serait plutôt sur Paris. Hmm, d'accord. Moi, je suis côté de Genève, juste Ah, au nord de d'accord. pas à côté. C'est ça que la visio, ça me va bien aussi. Oui, oui, bah, je me... Ok, Entendu. C'est noté. merci. Moi, je t'attends, hein, c'est quand tu veux, on démarre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de clôturer ce Peux repas? rappeler le titre de ton livre? C'est le premier livre que tu as écrit? Ça s'appelle l'art du questionnement, en thérapie et en accompagnement. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, merci Laurent. Bon, bah merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci merci. beaucoup. Vraiment, On de se votre partage. participation, c'était vraiment chouette. Donc, tu penses refaire une visio comme ça? Oui, oui, potentiellement. J'ai pas encore tout à fait les idées claires, mais oui, oui, si ça vous intéresse, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, Oui, Oui, oui. volontiers. Ah oui, super, ça serait super. bien sûr. Alors, donnez-moi des thèmes. Je vous dis à D'accord. très bientôt. Au Hmm, revoir, merci Allez, au beaucoup. revoir, prenez soin de vous. Au revoir. merci. Au Au revoir revoir, Laurent. merci Au Laurent, revoir tout le merci. monde. Au Au revoir, revoir. bonne Au revoir soirée. Chantal. Salut.